Salut mes chers amis. Alors, notre nourriture est constituée en grande partie par des aliments solides, parfois liquides, mais nos cellules ont besoin d'aliments plus simples. Nos cellules ont besoin de glucose, d'acides aminés, d'acides gras, etc. Donc des aliments simplifiés. Alors, justement, c'est le rôle de la digestion. La digestion va donc concasser, va donc réduire la taille des aliments, va simplifier les aliments de façon à ce qu'ils soient compatibles avec l'absorption intestinale. Les aliments doivent être simplifiés au maximum pour qu'ils puissent passer du tube digestif dans le sang. Bien sûr, on va manger un sandwich, ok? Nos cellules ne pourront pas utiliser directement le sandwich, même si le sandwich est destiné normalement à nos cellules. Donc, nous allons entreprendre toute une série donc, de transformations et de simplification donc, le long du tube digestif. Alors, la digestion, en fait, est un ensemble d'activités mécaniques et chimiques et biochimiques. Alors, bien sûr, une activité mécanique grâce d'abord à la mastication donc, au niveau de la bouche, grâce aux muscles masticateurs, des mâchoires. Également une déglutition, le fait donc d'avaler l'aliment. Le brassage qui peut se faire déjà au niveau de la bouche par la langue. Ce brassage va donc continuer au niveau de l'estomac et continue même au niveau des intestins. Alors, il y a parallèlement une activité donc chimique. Alors, une action qui commence déjà au niveau de la bouche grâce à la salive et donc qui continue au niveau de l'estomac et qui continue encore au niveau de l'intestin grêle et du gros intestin. Alors, bien sûr, l'activité chimique est donc est due au fait que dans l'intestin, au niveau de la lumière du tube digestif, il va y avoir une sécrétion de sucre, donc digestif, enzymatique, donc qui vont interagir avec les aliments donc pour les réduire et pour les simplifier. Alors, d'abord, avant d'aller plus loin, il faudrait qu'on voit ensemble justement de quoi est composé le tube digestif. Alors, c'est un tube long d'environ 6 mètres environ, et peut-être même plus. Alors, composé, bien sûr, dans sa partie supérieure par la langue, hein, les dents, et ensuite le pharynx, donc l'œsophage, l'estomac, et ensuite vous avez l'intestin grêle composé de 3 parties, on verra ça plus tard, tout à l'heure, et bien sûr le gros intestin lui-même est composé également de 3 parties. Alors on peut également citer quelques organes annexes tels que les glandes salivaires hein, au niveau de la bouche hein, et qui sécrètent bien sûr leur sucre au niveau de la bouche. Donc on verra, ils sont au nombre de 3 paires, donc on verra tout à l'heure. Alors vous avez également le foie hein, qui peut jouer le rôle d'accessoire et donc pour la digestion. Et vous avez également, pareil, hein, pour le pancréas. Donc, on voit très bien que le tube digestif est composé, ou le système digestif est composé par un tube digestif,
mais également par des glandes annexes, donc qui vont surtout libérer des sucs digestifs le long du transit du bol alimentaire. Alors, je reprends la même image, bon, le même schéma, je dirais, mais différemment. Alors, vous avez donc l'œsophage ici, avec ensuite, donc, qui débouche sur l'estomac. L'estomac qui débouche sur l'intestin, d'abord sur le duodénum, suivi ensuite par le jéjunum et finalement la partie terminale. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a 3 parties au niveau de l'intestin. Ça, on le verra prochainement. Donc, vous avez donc le duodénum suivi par le jéjunum et qui termine par l'iléon. Alors, l'intestin également grêle débouche sur le gros intestin, c'est-à-dire le côlon. Lui-même est composé donc de 3 parties. Alors, il y a le côlon ascendant, côté droit, et ensuite vous avez le côlon transverse, donc qui va traverser toute la partie médiane de notre ventre. Et donc, une autre partie, c'est la 3e et la dernière, ce qu'on appelle le côlon descendant, côté gauche. OK. Et ensuite, bien sûr, vous avez le rectum et l'anus. Alors qu'on voit également ici le foie avec la vésicule biliaire, donc qui contient de la bile, bien sûr, qui va être déversée au niveau du duodénum. Ça, on va le voir en détail. Vous avez également le pancréas, donc ici représenté par cette couleur jaune, donc qui lui aussi donc, va produire des sucs digestifs qui vont être conduits et libérés au niveau du duodénum. Alors, lorsqu'on examine un bout d'intestin, un bout de tube digestif, on n'imagine pas à quel point il peut être complexe. Donc ici, vous voyez, il y a une image, d'accord, où on voit, c'est une coupe, d'accord, donc ce que vous voyez là, c'est une section. Et là, si on part de l'intérieur, c'est-à-dire de la lumière, ici, il s'agit d'un petit bout d'intestin, si on part de la lumière intestinale vers l'extérieur, ben ici, c'est là où se trouvent les aliments, bien sûr. Pardon. Et là, on peut compter, il y a plusieurs couches. Alors, on peut s'amuser justement à les compter. Ben, vous avez donc une première couche, une deuxième, c'est la couche blanche que vous avez là. Une troisième. Alors là, attention, je reprends. Donc, vous avez une première couche, vous avez là, c'est ce qu'on appelle la muqueuse, avec des plissements, des invaginations ici. Donc, vous avez cette couche ici que vous voyez là, plus sombre. En fait, c'est une couche musculaire qu'on appelle la muscularis mucosae. Et puis, vous avez donc cette troisième couche que vous voyez là, blanchâtre, c'est la sous-muqueuse. OK? Et par-dessus, vous avez une autre couche, la plus importante, la plus développée, et qu'on appelle la musculeuse, tout simplement. Alors, cette musculeuse, elle-même est composée de deux couches. Vous avez la couche circulaire. N'oubliez pas qu'il s'agit d'une section ici. Donc, vous avez ici la couche circulaire. Donc, vous voyez les fibres, comme ils sont allongés, comme ceci, comme vous pouvez le voir. C'est la couche circulaire. Et là, vous voyez en fait la section des muscles longitudinaux. Il s'agit donc d'une couche longitudinale. Et par-dessus, une dernière couche, c'est-à-dire la 5e, c'est la séreuse. Alors, je reprends le même schéma, je reprends exactement le même schéma. Alors, avec, bien sûr, vous pouvez voir que les 3... Alors là, bien sûr, vous avez la section, vous avez la moitié de la section, parce que normalement, lorsque vous coupez un intestin, vous avez une section qui est ronde, normalement. Vous avez donc une section qui est ronde. Alors là, on a conservé juste la moitié de la section.
Alors, justement, donc on reprend. Alors, la même chose, donc vous avez les mêmes couches que tout à l'heure. Donc, ici, bien sûr, hein, il s'agit d'un épithélium, donc on n'a pas cité tout à l'heure, mais vous avez ici un épithélium. OK? Ce que vous voyez là, par exemple, ce sont des glandes, OK? Donc, avec l'ouverture sur la lumière du tube. Donc, alors si on compte ici les couches, ben, ici, donc, vous avez cette première couche qui est donc la muqueuse. Par-dessus, vous avez la muscularis mucosae dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc qui est une fine couche musculaire, mais même fine, vous voyez qu'elle est quand même divisée en deux parties. Vous avez la couche circulaire et la couche longitudinale, hein, exactement comme la musculeuse. Hein. Alors, par-dessus, vous avez la sous-muqueuse, OK, et par-dessus, vous avez la musculeuse. Et donc, la musculeuse, comme pour la mycosée, comme la muscularis mycosée, elle, vous voyez qu'elle est divisée également en deux. Vous avez une couche circulaire et vous avez une couche longitudinale. Hein, ce sont des muscles, bien entendu. Et par-dessus, vers l'extérieur, tout à fait dans la partie extérieure, vous avez une dernière couche qu'on appelle la sérose. Donc, en tout, vous avez 5 couches. Alors, il y a quand même certaines choses que je dois vous préciser. Alors, c'est que, donc, je vous ai parlé tout à l'heure, bien sûr, des glandes, hein, des glandes qui peuvent être dans la partie muqueuse ou la partie sous-muqueuse, mais plus important encore, c'est la présence de cellules nerveuses sous forme d'un amas. Hein. Vous voyez, il y en a là, hein, tout ce qui est représenté ici par la couleur jaune. En fait, il s'agit de cellules nerveuses. C'est un amas, ce sont des nodules de cellules nerveuses, hein, et qu'on appelle les plexus. Hein. Donc, les plexus, lorsque je vous parle de plexus, ben, sachez-le, il s'agit de cellules nerveuses. D'accord? Alors, ce plexus-là, vous voyez là où il est situé, hein, c'est dans la partie, bien sûr, sous-muqueuse. Hein. Alors, le plexus ou le plexus que vous avez à ce niveau-là, on les appelle les plexus sous-muqueux, justement parce qu'ils se trouvent dans la sous-muqueuse. On les appelle les plexus sous-muqueux de Meissner. Hein. Alors, par contre, on peut trouver également d'autres plexus, hein, mais cette fois-ci dans la musculeuse. Et bien justement, on les appelle les plexus ou le plexus myentérique, myentérique en rapport avec muscle, puisqu'il se trouve dans le muscle, donc myentérique d'Orbach. Donc, voilà donc des précisions qu'il faut bien garder dans la tête. Alors, pareil ici, hein, donc vous voyez, on est toujours dans la structure hein, du tube digestif. Hein. Alors là, on retrouve exactement les mêmes couches, d'accord? Alors, 1, 2, 3 et 4 et 5, hein, les mêmes couches. Alors, nous avons ici la muqueuse, ok, avec ici par-dessus la muscularis mucosae. Là, c'est la sous-muqueuse. Vous voyez ici ce que vous voyez là, en fait, ce sont des glandes hein, sous-muqueuses. Hein. Par-dessus, vous avez la musculeuse avec les deux couches, couche circulaire et couche longitudinale. OK. Et par-dessus tout ça, vous avez la séreuse. Alors, ce que représenté ici par le jaune, c'est en fait les plexus hein, dont je vous ai déjà parlé. Okay. Donc, vous voyez que vous avez les deux plexus. Vous avez le plexus contenu dans la sous-muqueuse, c'est le plexus de Meissner, sous-muqueux de Meissner. Et vous avez un autre plexus dans la musculeuse et qu'on appelle le plexus myentérique d'Orbach. OK? Alors, j'aimerais vous détailler ici un peu plus, juste pour vous dire que ces nerfs, pas ces nerfs, c'est ce tissu nerveux que vous avez, hein, ce tissu nerveux que vous avez dans la paroi du tube digestif, ce que vous voyez là.
l'ensemble de ces tissus, de ce tissu nerveux, constitue ce qu'on appelle système nerveux intrinsèque. Système nerveux intrinsèque parce qu'il se trouve dans le mur. Hein? C'est intramural parce qu'il se trouve dans la paroi du tube digestif. Donc intérieur et intrinsèque, c'est-à-dire propre au tube digestif. Par contre, vous voyez là le départ du nerf, toutes les fibres qui sont externes, et qui vont innerver, donc qui vont venir se connecter sur les plexus, ok. Tout ce qui est externe, c'est ce qu'on appelle le système nerveux extrinsèque. Donc, vous avez le système nerveux extrinsèque, donc externe, et vous avez le système nerveux intrinsèque. Alors voilà donc le schéma que je vous ai montré tout à l'heure. Mais pour insister sur le plissement, voyez ce plissement que vous voyez là, hein? Alors, vous avez bien sûr ici ce qu'on appelle les villosités. Hein? Ces plissements que vous avez là, ce sont les villosités. Hein? OK? Alors, ben déjà, ces plissements que vous avez là, OK? Déjà d'un premier, comment dirais-je, le plissement ou le macro-plissement que vous voyez là. Ensuite, les plissements des villosités que vous voyez là. Alors, ces plissements, c'est ce qu'on appelle les plissements connivents. Hein. C'est des villosités connivantes, si vous voulez. Hein. Par contre, ici, ce qu'on appelle des villosités intestinales. OK. Et dans l'épithélium, c'est-à-dire le tissu donc, que vous avez là, qui est composé par des cellules, je suis en train de vous parler de l'épithélium, et également, au niveau des cellules apicales, vous avez ce qu'on appelle la microvillosité. C'est la bordure en brosse. Alors, tout ça, on va le voir plus tard, donc on va détailler, comme ça vous verrez mieux. Mais là, c'est juste pour vous dire en fait que le plissement que vous avez là, les différents plissements que vous avez là, leur rôle, c'est d'augmenter la surface de contact. C'est en fait ça le rôle des plissements successifs qu'on peut voir au niveau, bien sûr, des, je dirais, de la surface au contact des aliments. Alors, augmenter une surface de contact, c'est augmenter, bien sûr, les échanges. Lorsque la surface de contact augmente, les échanges vont augmenter. Et bien, justement, les plissements que vous avez là au niveau de l'intestin, au niveau de l'épithélium intestinal. Alors, ce plissement-là va donc accroître environ 600 fois la surface de contact. Vous imaginez, c'est-à-dire chaque centimètre, si vous le dépliez, c'est-à-dire si vous prenez 1 centimètre ici, et que vous le dépliez, c'est-à-dire vous tirez, ben vous augmentez 600 fois la même surface, vous obtenez 600 fois la surface d'origine, c'est-à-dire une augmentation de la surface de 600 fois. Et généralement, si on raisonne en prenant en considération l'ensemble du tube digestif, nous allons trouver que nous avons en fait une surface totale au contact des aliments d'environ 300 mètres carrés. Alors, vous imaginez 300 mètres carrés. Alors, juste pour vous donner une idée, apparemment, alors, les terrains, les cours de tennis, vous savez, le terrain sur lequel on joue le tennis, il fait environ 250 mètres carrés. Mais vous devez quand même vérifier, hein, c'est ce que je pense. Hein. Alors, 250 mètres carrés, et là, nous avons une surface totale de 300 mètres carrés. Alors, imaginez, le sandwich que vous avez mangé va se retrouver étalé
sur 300 mètres carrés. Vous imaginez l'efficacité des échanges qui va avoir lieu à ce moment-là. Donc, c'est quand même important. La multiplication de la surface de contact va donc améliorer et va donc accentuer les échanges entre le milieu intra-intestinal et les cellules et bien sûr le plasma, en fin de compte. Alors là, je vous rappelle tout simplement donc l'existence des deux types d'innervation. Donc vous avez une innervation extrinsèque, donc représentée par toutes les fibres du système nerveux qui sont destinées à aller innerver le tube digestif, tout ce qui est externe. Et vous avez l'innervation intrinsèque qui est, elle, représentée donc, par l'ensemble des plexus que nous trouvons au niveau de la paroi du tube digestif. Donc là, c'est un rappel. Alors, vous voyez ici, donc, vous avez le névrax représenté par cerveau, tronc, moelle épinière, etc. Et à partir, alors le système nerveux, rappelez-vous, déjà ça on l'a vu l'année dernière, qu'il est composé de, je suis en train de vous parler du système nerveux végétatif et sur autonome, qui est composé par le parasympathique et l'orthosympathique, mais de toutes les façons, vous avez des fibres, d'accord, qui partent des centres d'intégration vers et qui vont innerver, bien sûr, soit des glandes, des organes annexes, tels que vous voyez ici les glandes salivaires, qui vont innerver également l'estomac, alors pancréas, foie, etc., d'accord, les intestins. Alors toutes ces fibres que vous voyez là, toutes les fibres qui arrivent au niveau du tube digestif, ces fibres externes, qu'elles soient parasympathiques ou orthosympathiques, parce qu'ici également vous en avez, qui arrivent et qui vont donc innerver l'estomac, foie et intestin. Alors toutes ces fibres qui sont externes au tube digestif sont considérées comme faisant partie de l'innervation extrinsèque. Alors que l'innervation intrinsèque, je vous le dis, je vous le répète ici, donc c'est tout ce que vous avez comme fibres et réseaux nerveux dans la paroi du tube digestif. Donc, vous avez ici l'innervation intrinsèque, ce que vous voyez ici en jaune, et bien sûr tout ce qui est externe, vous voyez là le départ de ces fibres, c'est l'innervation extrinsèque. Bon, il faudrait que je vous dise quand même deux mots sur le rôle de ces innervations, donc intrinsèques et extrinsèques. Alors, l'innervation intrinsèque va donc contrôler localement l'activité du tube digestif. Donc, par exemple, ici, il s'agit d'un petit bout d'intestin. D'accord? Alors, l'activité, bien sûr, sécrétoire et contractile de cette partie d'intestin va être sous le contrôle de l'innervation intrinsèque. OK? Mais cette innervation intrinsèque va quand même rester sous la dépendance et sous le contrôle de l'innervation extrinsèque. Donc, l'innervation extrinsèque contrôle l'innervation intrinsèque, mais l'innervation intrinsèque va contrôler, elle, toute l'activité du tube digestif. S'il s'agit ici, par exemple, d'un segment d'intestin, là, l'innervation intrinsèque va contrôler donc, les sécrétions et la motilité, les mouvements, etc. Donc, toute l'activité digestive de cette partie de l'intestin. Alors, je dois également vous rappeler les médiateurs chimiques qui sont mis en jeu dans le système nerveux intrinsèque. Ce sont les mêmes qu'on sait déjà. C'est les mêmes, c'est-à-dire, on va savoir donc l'acétylcholine par l'acétylcholine qui est normalement libérée
par le système parasympathique. Hein. Vous avez la noradrénaline qui est libérée par les extrémités, par les neurones effecteurs du système orthosympathique ou sympathique. D'autres substances, des neuroleptiques, par exemple, telles que le vasoactif intestinal peptide ou de la somatostatine, qui sont plutôt des inhibiteurs hein, de contraction, et à l'inverse, hein, ils peuvent être excitateurs tels que la substance P. Alors, nous avons également le monoxyde d'azote qui est libéré par la musculature lisse, telle que la musculature lisse que vous avez au niveau de la paroi intestinale ou au niveau, bien sûr, de la paroi des vaisseaux sanguins. Alors, quel est donc le rôle de l'innervation intrinsèque? Justement, je vous l'ai dit tout à l'heure, cette innervation intrinsèque va contrôler la motilité, les mouvements ou la contraction de la paroi intestinale. Alors, je reprends le schéma de tout à l'heure, mais simplifié, je dirais, au maximum. Alors, nous avons bien sûr ici les différentes couches, c'est-à-dire là, vous avez la muqueuse, et là, par-dessus, vous avez la sous-muqueuse, et par-dessus, vous avez la musculeuse avec la musculeuse circulaire ou profonde et la musculeuse longitudinale, ok? Je vous représente ni la muscularis mucosée, ni la séreuse parce que je n'en ai pas besoin ici. Hein. Alors, de ce côté-là, bien sûr, c'est la lumière du tube, c'est-à-dire c'est à ce niveau-là que se trouvent les aliments. Et d'ailleurs, justement, ce que vous avez là, en fait, c'est un bol alimentaire. Là, vous avez un aliment dans l'intestin, d'accord? Mais cet aliment dans l'intestin est en contact avec la paroi. Il va donc exercer une pression sur la paroi. La paroi, donc, sous l'effet de cette pression, va se retrouver distendue, c'est-à-dire elle va être étirée. Or, vous avez ici, au niveau de la paroi, vous avez des récepteurs mécaniques, des mécanorécepteurs, donc ils vont être stimulés. Alors, cette information, donc, va être transmise à travers des chaînes d'interneurones. Vous voyez ici, ce sont des chaînes d'interneurones. Vous avez ici un interneurone, etc. Mais ce qui se passe là, en fait, c'est que vous avez deux chaînes. Hein. Vous avez une chaîne qui va remonter vers le haut, c'est-à-dire en amont, et vous avez d'autres chaînes qui vont aller plus bas, c'est-à-dire en aval. Hein. Alors, cette distension, cette création et naissance du flux donc, nerveux, donc, va traverser donc, cette chaîne d'interneurones pour finalement hein, stimuler un neurone effecteur, donc qui va libérer, vous voyez ici, qui va libérer de l'acétylcholine. Alors, de l'acétylcholine au contact de muscles, vous voyez ici le muscle longitudinal et le muscle circulaire. Le fait de libérer de l'acétylcholine ici, il s'agit d'un tissu de muscle lisse, et donc on va observer une contraction. Donc, une contraction en aval de l'aliment. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant en aval, oui. Alors, en amont, pardon, ça c'est en amont, hein, pardon, excusez-moi. Hein. Donc, c'est ce qui se passe en amont, c'est plus haut. Plus bas, c'est-à-dire en aval. Eh bien, ce qui va se passer, c'est que vous avez une première chaîne, une chaînette, d'accord, d'interneurones, hein, et qui va donc finalement libérer une autre substance ou d'autres substances, hein, telles que le monoxyde d'azote et le vasoactif peptide. Alors, ces deux substances qui sont libérées en aval vont avoir d'autres effets, c'est-à-dire une relaxation. Une relaxation. Donc, on a vu ici, en amont, une contraction, et en aval, on va obtenir une relaxation.
Alors, ensuite, mais bien ensuite, d'accord, c'est plus tard, on peut observer le recrutement ou le déclenchement d'un influx nerveux qui va donc traverser une autre chaîne, donc parallèle, hein, et qui, elle, va libérer de l'acétylcholine pour induire une contraction, mais une contraction, bien sûr, ultérieure. C'est une contraction qui va venir après la relaxation. Donc, vous voyez, je ne vous le cache pas, c'est quand même compliqué. Hein? C'est compliqué et nous, bon, on a intérêt quand même à simplifier au maximum. Alors, justement, je vous simplifie tout ça. Et ce que vous devez normalement retenir, c'est surtout ce que vous avez ici. Hein. Donc ici, toujours schématiquement, vous avez un petit bout de tube digestif, admettant par exemple qu'il s'agisse ici d'un intestin, d'un petit bout d'intestin. Alors, vous avez ici l'aliment, hein, le bol alimentaire que vous avez là dans l'intestin. Alors, ce bol alimentaire va créer une pression sur la paroi, donc ce qui va se traduire par une distension. Alors, c'est une distension qui va être créée, donc avec stimulation ici des mécanorécepteurs. Hein. Alors, ceci va donc mettre en jeu deux chaînes de neurones. Hein. Alors, la première chaîne, donc, je vous ai dit qu'elle est dirigée dans le sens amont, donc vers, plus haut vers le haut, hein, en direction orale. Hein. Et cette chaîne, hein, va se terminer par un neurone qui va libérer des substances telles que l'acétylcholine ou la substance P, qui vont donc induire une contraction des muscles, hein, essentiellement les muscles circulaires. Donc on va observer, comme vous pouvez le constater ici, une contraction. Hein. De l'autre côté, alors de l'autre côté, l'autre chaîne, donc en aval, vous voyez, va terminer ou va se terminer par des neurones qui vont libérer, au contraire, des substances donc, qui vont plutôt induire un relâchement. Alors, ces substances, c'est le vasoactif intestinal peptide, ok, et le monoxyde d'azote. Hein. Alors, ces deux substances vont donc relâcher les cellules musculaires. Hein. Donc, vous voyez ici, c'est une, en rouge ici, vous voyez, c'est une cellule qui est allongée, qui est beaucoup plus longue que cette cellule, parce que cette cellule est contracturée et cette cellule est relâchée. D'accord? Alors, n'oubliez pas qu'il s'agit ici de cellules qui se trouvent dans la paroi. Et donc, ici, on obtient une contraction avec une diminution, bien sûr, du calibre de l'intestin, alors que là, c'est au contraire. Donc, vous voyez qu'il va y avoir un relâchement, donc avec une augmentation de la paroi, hein, du diamètre de l'intestin. Alors, le bol alimentaire donc, va se retrouver entre deux milieux. Un milieu où vous avez une forte pression à cause de la contraction des cellules musculaires et une zone où vous avez une moindre pression parce que les tissus sont relâchés à ce niveau-là. Alors, et donc automatiquement, mécaniquement parlant, physiquement parlant, le bol alimentaire va donc se déplacer, va aller dans ce sens-là. Il va se déplacer de l'amont en aval. Il va donc se déplacer dans ce sens. Il va se déplacer de gauche à droite. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le bol alimentaire, une fois, se retrouve ici. Là, on va observer exactement la même chose, c'est-à-dire ce bol alimentaire va créer une pression sur la paroi. OK? Présence de mécanorécepteurs, des chaînes également, en amont et en aval. Et on va observer exactement la même chose, c'est-à-dire qu'ici, en aval, il va y avoir une baisse de la pression, et en amont, vous allez avoir une augmentation de la pression. Alors, cela veut dire que le bol alimentaire, finalement, là où il se trouve, il va créer cette situation. Chaque fois, il va se déplacer, mais
chaque fois qu'il va se retrouver dans une nouvelle zone, il va exactement reproduire exactement les mêmes schémas. Alors, et donc, le bol alimentaire ne va pas s'arrêter. Il va tout le temps se déplacer. Hein, il va se déplacer. Et justement, c'est ce qu'on appelle le péristaltisme, hein, le péristaltisme intestinal. Alors, ce péristaltisme intestinal, vous voyez donc très bien qu'il est dû grâce à l'innervation intrinsèque, puisque tout ce que vous voyez là, toutes ces chaînes, etc., que vous voyez là, font partie du système nerveux intrinsèque. Donc, vous voyez qu'il est dû tout ça au système nerveux intrinsèque. Voilà. Alors, lorsqu'on ne mange pas, lorsqu'on n'a pas mangé durant quelques heures, et l'intestin se retrouve vide, d'accord? Mais cela n'empêche pas la formation de péristaltisme, d'accord? C'est-à-dire que au bout de chaque 90 minutes environ, il y a une onde contractile, donc un péristaltisme qui va donc naître dans la partie supérieure de l'estomac, dans le tiers supérieur de l'estomac, et cette contraction va donc se déplacer, va donc voyager, va se déplacer de l'estomac, hein, jusqu'au cécum. Hein. Donc, il va traverser l'estomac, il va traverser donc les différentes parties de l'intestin grêle. Okay. Alors, c'est ce qu'on appelle le complexe moteur migrant. Hein. Ce péristaltisme, d'accord, qui va se faire alors que l'estomac est vide, c'est ce qu'on appelle un complexe moteur migrant. C'est toujours le système intrinsèque qui est à l'origine de ce péristaltisme. Okay. Il peut être renforcé par certaines hormones, telles que la motiline. Hein, donc, il va donc renforcer et accélérer ce mouvement. Le complexe moteur migrant a le rôle de nettoyer en fait le tube digestif. Vous imaginez s'il reste des petits bouts de nourriture, s'il reste des morceaux, d'accord, qui ne soient pas évacués, éliminés, poussés bien sûr vers le gros intestin, s'il reste au niveau de l'intestin grêle, ben, sur lesquels va donc se développer des bactéries, des germes, etc. D'accord? Et on n'a pas intérêt justement à ce qu'il y ait développement et pullulation microbienne au niveau de l'intestin grêle. Alors, d'où justement le rôle de ce complexe moteur migrant. Donc, le rôle, c'est de nettoyer, c'est d'évacuer les restes des aliments au niveau de l'intestin. Alors, quelles sont donc les fonctions digestives? Donc, on va voir au fur et à mesure. On va commencer déjà par au niveau de la bouche. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la bouche? D'abord, la mastication. Alors, la mastication, c'est le fait, bien sûr, d'écraser les aliments donc, entre, bien sûr, les dents des mâchoires supérieures et inférieures. Hein, et avant d'être avalé. Alors le fait, bien sûr, de mastiquer et le fait qu'il y ait aussi de la salive dans la bouche et le fait également de malaxer avec la langue, tout ça donc va d'abord nous assurer la formation d'une pâte, même grossière, mais qui va être facile à avaler. Donc, ils vont être facilement déglutés, hein, déglutis, hein, attention. Et donc, le fait d'avaler, c'est déglutir. Hein. On va utiliser plutôt le terme de déglutition que d'avaler. Hein, voilà. Alors, bien sûr, il y a une forte pression, il y a une énorme pression exercée par les mâchoires. Alors, c'est une pression énorme, hein, puisque même pour les demoiselles, hein,
ils sont quand même capables de développer une force entre les incisives de 10 jusqu'à 25 kg. Alors qu'au niveau des molaires, vous imaginez, hein, 100 kg entre les molaires. On n'est pas, on ne fait pas de l'haltérophilie. La plupart d'entre nous sont peut-être incapables de soulever 100 kilos, sinon on va se faire mal au dos. Hein. Mais ces muscles de la mâchoire sont très, très, très forts et sont très puissants. Hein. D'ailleurs, il nous arrive, hein, il peut arriver des fois, si jamais un grain de sable ou un petit gravier hein, dans la nourriture, donc on n'a pas vu, hein, admettons qu'on est en train de manger des lentilles et que ces lentilles, malheureusement, contiennent quand même un petit bout de roche, hein, de pierre, on peut casser même la dent, hein, on peut la casser parce qu'il y a une énorme pression entre les mâchoires. Hein. Je vous ai dit même jusqu'à 100 kilos. Hein. Alors, justement, nous, on nous a toujours conseillé de bien mastiquer avant d'avaler. Hein. C'est bien. C'est une caractéristique propre à l'homme. Hein. C'est l'homme qui va donc mastiquer longtemps. Par contre, si donnez un petit bout de viande à un chien, et vous verrez, si ce n'est pas trop gros, hein, et vous verrez qu'il ne va pas le mâcher, il va juste l'avaler. Hein. Et alors ça, d'une part. Alors donc, la mastication prolongée, c'est une caractéristique propre à l'homme. Je ne vous parle pas, bien sûr, des ruminants, mais là, les ruminants, c'est une autre histoire. Hein. C'est des animaux donc, qui vont régurgiter le contenu de leur estomac pour le mastiquer davantage. Ça, c'est une autre histoire. Alors, mais de toutes les manières, la mastication, c'est un acte qui peut être aussi bien volontaire qu'un acte réflexe. Hein. Si je vous demande de mastiquer, vous allez le faire. Donc, vous pouvez contrôler la mastication avec la volonté, il n'y a pas de souci. Mais généralement, lorsqu'on est en train de manger, on est en train de mastiquer, on n'y pense pas. Et à ce moment-là, en fait, il s'agit plutôt d'un réflexe. Hein. Et donc, c'est un acte qui peut être aussi bien un acte volontaire qu'un acte réflexe. Alors, les centres donc, qui vont contrôler la mastication hein, se trouvent au niveau du bulbe. Hein. Et donc, il s'agit bien sûr, d'un acte bulbaire. Par contre, si vous mastiquez en faisant intervenir la volonté, à ce moment-là, il y a également le cortex cérébral qui est sollicité et mis en jeu. Alors, ensuite, vous avez la salivation. Alors, la salivation, que je vous l'ai dit, alors, elle a plusieurs rôles. D'abord, essayez d'avaler quelque chose que vous n'avez pas bien lubrifié avec de la salive. Vous voyez que c'est pratiquement difficile. Hein. Alors, on utilise également dans la salive, hein, donc existe certaines substances, d'accord, telles que des enzymes. On peut y trouver également des substances immunitaires, hein, telles que les immunoglobulines. On y trouve également de la lactoferrine, etc. D'accord ? Alors, ces substances sont là pour protéger un petit peu, je dirais, la gencive et les dents. Donc, ils ont un rôle immunitaire. Dans la salive également, on peut trouver des hormones hein, et d'autres hormones qui ressemblent, enfin d'autres substances qui ressemblent aux hormones, telles qu'on les appelle des hormones-like. Hein. On trouve également des solvants qui vont améliorer
notre qualité de dégustation également. Alors, chose surtout qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une grosse production de salive le long de la journée. On va produire environ 1 millilitre par minute par gramme de tissu. Ce sont des chiffres donc obtenus chez l'homme, bien sûr, ce qui nous fait généralement entre 1 et 2 litres par 24 heures. Durant 24 heures, on va produire entre 1 et 2 litres de salive. Alors, quels sont les organes donc, qui produisent la salive, qui élaborent la salive? Ce sont donc les glandes salivaires. Ils sont de 3 types. Vous avez des glandes et qui sont représentées par paires, c'est-à-dire qu'à chaque fois, vous avez 2 glandes. Alors, vous avez la glande parotide. En fait, vous avez 2 glandes parotides. Ici, chacune de chaque côté. OK. Alors, juste en dessous, bien sûr, de l'oreille. Ensuite, vous avez ici, sous la mâchoire, vous avez 2 glandes, une de chaque côté. Alors, c'est ce qu'on appelle les glandes sous-maxillaires. Il y en a aussi 2. Et puis, vous avez 2 glandes sous la langue, une de chaque côté, et qu'on appelle les glandes sublinguales. Alors, la salive est composée d'environ 99% d'eau. Donc, il y a énormément d'eau au niveau de la salive. Alors, on y trouve également des sels minéraux et on y trouve également des protéines. On y trouve également des glycoprotéines et des mucopolysaccharides, ce sont les fameuses mucines, qui donc sont responsables de la lubrification des aliments. Alors, vous avez également quelques enzymes, parmi lesquelles la plus importante, la plus connue, c'est la thialine. Il peut y en avoir d'autres. Et donc responsable de la dégradation de l'amidon et du glycogène. Alors, cette composition, en fait, elle n'est pas stable. La composition de la salive n'est pas stable. Elle va varier, elle va être modifiée selon la vitesse de production de la salive. Alors, je m'explique. Alors, voyez ici, vous avez 2 graphiques. Ici, vous voyez la concentration en milli-équivalent. OK? Et là, c'est la vitesse de production de la salive. En d'autres termes, le débit de salive. Donc, ici, vous voyez, c'est la vitesse de formation de salive. Alors, plus elle va augmenter, plus la composition va changer. Regardez, pour le potassium, vous voyez le chlore, par exemple, vous voyez que la concentration en chlore va augmenter. La concentration en potassium va diminuer, ensuite, il va se stabiliser. La composition en hydrogénocarbonate, vous voyez qu'elle va augmenter. Au fur et à mesure que la vitesse augmente, la concentration va augmenter. Pareil pour le sodium, bien sûr, et pour les hydrogénocarbonates, donc à partir d'une certaine vitesse, vous voyez une stabilité qu'on peut également remarquer. Mais bon, bref, vous voyez que la composition n'est pas la même. Donc, si vous voyez la composition, à chaque fois, elle est en train de changer en fonction de la vitesse de formation de salive. Mais à une vitesse maximale, la composition, pour une vitesse, pour un débit important, la composition va être exactement ou presque la même que la composition du plasma. Donc, plus on va accélérer la production de salive, plus celle-ci va ressembler au plasma. D'ailleurs, vous voyez ici le plasma, avec le sodium, vous voyez, ensuite le chlore, et ainsi de suite. Donc, chose qu'il faut quand même retenir. Alors, pendant justement la sécrétion de la salive, vous avez en fait deux temps de formation. Il y a un premier temps
de formation qu'on appelle un temps primaire ou temps de formation primaire, donc par les acinis. Et puis, vous avez un deuxième temps où il y a une formation, où la formation se fait d'une manière définitive de la salive. Alors, le schéma que vous voyez là doit normalement vous rappeler ce qui se passe au niveau du néphron, hein, au niveau du rein. OK? Alors, il y a une artériole donc, qui arrive, OK, qui va donc échanger, faire des échanges avec les acinis. Hein. Alors, c'est une artériole qui arrive, OK, et à partir de des capillaires, d'accord, qui arrivent au niveau des glandes salivaires, va se faire ce qu'on appelle une ultrafiltration. Donc, de l'eau qui va passer dans les acinis avec du chlore, avec du sodium, avec des hydrogénocarbonates. Et ensuite, ce liquide-là primaire, d'accord, c'est de la salive primaire, va donc se déplacer dans le canal salivaire, ok, va se déplacer, mais va subir des modifications. C'est-à-dire qu'on va voir par la suite une réabsorption du sodium, on va observer une réabsorption du chlore, donc sodium et chlore, et il peut même être enrichi par une sécrétion, d'accord, de potassium. Alors, la salive qu'on obtient, c'est une salive qui est, je dirais, plus ou moins neutre, hein, entre 6 et 7 de pH. Hein. Alors, la déglutition, le fait d'avaler un aliment. Hein. Alors, d'abord, c'est un réflexe, hein, tout l'acte, c'est un acte qui est très complexe. Alors, nous avons déjà vu quelques réflexes, d'accord, précédemment, mais le réflexe que vous avez ici n'a rien à voir avec les réflexes, avec tous les réflexes que vous connaissez. C'est un réflexe qui va mettre pas moins de 25 muscles différents et 25 nerfs différents. C'est tellement compliqué. Hein? Le fait d'avaler un aliment, c'est très compliqué. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il arrive souvent des accidents. Il nous arrive d'avoir des aliments dans les fosses nasales. Il nous arrive des fois qu'on se retrouve avec du liquide ou avec un petit bout de nourriture dans la trachée, donc ce qui va déclencher de la toux, etc. Hein? Pourquoi? Parce que c'est compliqué. L'aliment doit passer dans un endroit, une sorte de carrefour, où il y a plusieurs issues possibles, il y a plusieurs directions possibles. Hein. L'aliment peut aller dans les fosses nasales, il peut aller dans la trachée, et nous, le but de tout ça, c'est de guider l'aliment et le contrôler de façon à ce qu'il ne passe que dans l'œsophage. Hein. Donc, voyez ici ce que vous avez. Ici, vous avez bien sûr le pharynx, vous avez la langue ici, et vous avez l'aliment que vous voyez là, représenté ici en vert. Okay. Cet aliment que vous voyez là, il doit obligatoirement passer uniquement dans l'œsophage. Il ne peut pas aller ailleurs. Hein. Il n'a pas le droit d'aller ailleurs. Alors, bien sûr, au niveau de la gencive, au niveau de la paroi de la bouche, vous avez des récepteurs mécaniques, donc qui sont sensibles au contact des aliments que vous avez au niveau de la bouche. Hein. Alors, le contact avec la paroi va donc stimuler les centres intégrateurs de la déglutition qui se trouvent au niveau du bulbe. Hein. Donc, le bulbe ou le centre de la déglutition que vous avez au niveau du bulbe va donc jouer le rôle de chef d'orchestre, hein, pour intégrer et contrôler tout ça, grâce donc aux nerfs que vous avez là. D'accord? C'est les nerfs donc, dont je vous ai déjà parlé. Je vous ai dit qu'ils sont très nombreux, 25 environ, d'accord? Et qui vont contrôler toute une série de muscles. Alors, les muscles, bien sûr, de la langue, de l'œsophage, pardon, du pharynx et du larynx. Alors, ces muscles-là doivent travailler en harmonie les uns par rapport aux autres. Ils vont entrer en jeu d'une manière séquentielle.
il ne faut pas qu'il y ait d'erreur. Okay? C'est comme un orchestre hein, de 25 musiciens, d'accord, qui sont en train de travailler une partition, par exemple, d'accord, ils sont en train de s'entraîner, et ils ne doivent pas faire d'erreur, d'accord. C'est-à-dire que tel muscle doit se contracter avant l'autre, 2 ou 3 muscles doivent se contracter simultanément, etc. Okay, vous voyez, c'est très compliqué. Hein. Alors, la déglutition, alors comme la mastication, bien sûr, pour la déclencher, tout du moins au début, ça peut être volontaire. Hein. Si je vous demande quelque chose et je vous demande de l'avaler, ben, vous pouvez le faire. Okay? Mais l'acte tout entier, c'est un réflexe. C'est-à-dire qu'on ne peut pas contrôler. Si vous avez déjà lancé quelque chose, vous avez déjà commencé à l'avaler, ben vous ne pouvez pas revenir en arrière. Vous ne pouvez plus contrôler ce réflexe. C'est un réflexe donc, qui obéit à la loi de tout ou rien. Une fois il est débuté, une fois il s'est enclenché, on ne peut plus l'arrêter. OK? On ne peut pas l'arrêter. Et donc, comment se déroule cette déglutition? Comment on arrive à avaler des aliments? En fait, la déglutition est composée de 3 temps, de 3 phases importantes. Lorsque l'aliment se trouve au niveau de la bouche, on parle alors du temps buccal. Alors, le temps buccal, ben, bien sûr, admettons que l'aliment a déjà été donc mâché, lubrifié, etc. OK? Alors, le premier acte va être celui donc exercé par la langue. La langue va comprimer l'aliment et elle va donc pousser le bol alimentaire vers le pharynx. Alors, ce temps buccal, c'est le temps donc, qui est volontaire. Hein. OK? Alors, mais vous voyez très bien que la langue est importante. La langue, son rôle, c'est un rôle dans la déglutition. D'abord dans le brassage de l'aliment avec la salive déjà, mais surtout, le rôle de la langue, c'est de propulser, d'accord, le bol alimentaire et d'éviter que des bouts, hein, une partie de ce bol alimentaire reviennent au niveau de la bouche. Hein. La langue, son rôle, c'est pas dans la parole, d'accord? On s'en est servi pour créer des sons, d'accord? Ce qui nous a permis, bien sûr, de communiquer hein, phonétiquement, mais le rôle de la langue, c'est dans la déglutition. C'est un rôle digestif. La langue existe bien chez un certain nombre d'animaux, des animaux qui n'émettent même pas de son. Hein. Alors, à quoi, bien sûr, sert la langue chez ces animaux-là, hein, qui n'émettent pas de son? Ben, chez eux, cette langue a gardé son unique rôle hein, d'origine, c'est-à-dire un rôle dans la déglutition. Alors ensuite vient un autre temps, c'est le temps pharyngien. Lorsque la nourriture se trouve au niveau du pharynx, à ce moment-là, on va voir dans l'ordre une obturation de l'orifice buccal, toujours par la langue, d'accord? Nous allons voir une fermeture des fosses nasales pour éviter que les aliments passent dans les fosses nasales, ok, par le voile, hein, le voile mou du palais. Ensuite, nous allons voir une fermeture des voies respiratoires par 2 dispositifs importants, la glotte et puis par la suite l'épiglotte. Et on va voir finalement une ouverture du sphincter supérieur de l'œsophage pour permettre bien sûr le passage de l'aliment dans l'œsophage. Alors le troisième temps, c'est le temps œsophagien. Alors bien sûr, à ce moment-là, nous allons voir une création d'une onde péristaltique, hein, donc œsophagienne, hein,
qui va donc se charger de propulser, de pousser l'aliment de haut vers le bas, hein, à une vitesse d'environ 2 cm jusqu'à 4 par seconde. OK? Alors, s'il vous plaît, n'imaginez pas que la nourriture passe de la bouche dans l'estomac que grâce à la pesanteur. Non, attention. OK? C'est le péristaltisme œsophagien qui pousse les aliments dans la direction de l'estomac. C'est-à-dire, même si je vous prends par exemple, hein, si vous prenez une personne, vous la suspendez par les pieds, hein, vous la mettez à l'envers, et vous lui donnez quelque chose et vous lui dites avalez ça, mangez-la, il va pouvoir la manger. Et dans ce cas-là, la nourriture, elle va remonter de la bouche vers l'estomac, même quand on est à l'envers. Donc ça, gardez-le bien dans la tête. Hein. La nourriture ne va pas dans la bouche, dans l'estomac parce qu'on est debout, par exemple. Hein. Ça ne se fait pas sous l'action de la pesanteur. Alors, donc, les différents temps donc de la déglutition. Donc, je vous ai parlé d'un temps buccal. Alors, le temps buccal, alors ce que vous voyez ici, tout ce qui est représenté ici sombre, c'est du vide que vous voyez là. Ok, c'est du vide, hein, et tout le reste, c'est du tissu. Alors, et là, ce qui est représenté en jaune, c'est votre bol alimentaire, c'est votre nourriture que vous avez ici. Hein. Et ce que vous voyez là, en fait, c'est de l'os. Hein, bon. Alors, donc, et là, vous avez la langue que vous avez ici. Donc, le premier temps, c'est le temps buccal. Donc, vous venez de mastiquer votre aliment et vous voulez l'avaler. Le temps buccal, d'accord, c'est un acte qui commence donc par une sollicitation de la volonté, d'accord? Donc la langue va appuyer, d'accord? Va exercer une pression sur l'aliment. Et en même temps, elle va fermer ici pour que l'aliment ne revienne pas à l'extérieur. Donc il va bloquer le retour de l'aliment vers l'extérieur. Hein? Alors donc, la langue va compresser l'aliment et l'aliment donc va aller dans la direction du pharynx. Hein? Voilà. Alors l'aliment qui arrive ici, ben, vous voyez qu'il a la possibilité d'aller dans les fosses nasales, hein, ici. Heureusement, ce qui se passe ici, c'est que cette partie postérieure, hein, du palais va venir buter contre le fond ici du pharynx. Hein, ce que vous voyez là, hein, là, vous voyez qu'il y a une fermeture de façon, vous voyez là, l'espace que vous voyez là, vous voyez, il est fermé. Hein, grâce, bien sûr, au palais que vous voyez là qui va venir fermer cet espace pour empêcher que la nourriture ne passe dans les fosses nasales. Hein. Alors le lobe alimentaire, le bol alimentaire, pardon, hein, toujours par le jaune que vous voyez là, donc va venir ici. Et là, il y a danger hein, parce qu'il ne faut pas qu'il passe dans la trachée. Il faut qu'il passe uniquement dans l'œsophage. Donc, ici, vous avez donc l'épiglotte que vous avez là, la glotte, pardon, qui va donc être poussée, qui va donc se rabattre sur l'ouverture de l'œsophage. Et en même temps, on va observer ici, donc là c'est l'épiglotte hein, que vous voyez là, et là vous avez la glotte, donc qui va fermer une fois pour toutes, enfin une fois la trachée, hein, ce qui va donc obliger le bol alimentaire de passer uniquement dans la direction de l'œsophage. Donc, toutes les ouvertures vont être fermées. L'aliment ne passe pas dans les fosses nasales. Ici, grâce à l'épiglotte et la glotte, il y a une fermeture de la trachée artérielle, pardon, de la trachée, oui, et de la trachée pulmonaire, et donc l'aliment va être donc acheminé, va être dirigé obligatoirement dans
dans l'œsophage. Alors, tout ça animé va nous donner ceci. Hein. Donc, là, notre bol alimentaire qui va être mastiqué. OK. Ensuite, regardez ce qui se passe lorsque la pression, lorsqu'on comprime l'aliment avec la langue, il est poussé. OK. Le palais ici qui va venir buter là pour fermer les fosses nasales. L'aliment donc qui va passer ensuite, regardez ce qui se fait au niveau de l'épiglotte qui va donc venir coiffer la trachée, ce qui va donc obliger la nourriture de passer uniquement dans l'œsophage. Alors, on va donc maintenant passer à l'autre élément de notre tube digestif. On se retrouve maintenant au niveau de l'estomac. Hein. Donc, l'estomac, son rôle essentiel, c'est un rôle de réservoir. Donc, il va juste contenir les aliments, ok, les garder de façon à ce que, par la suite, ils vont être, comment dirais-je, ils vont être débités en quelque sorte. C'est-à-dire que vous avez l'estomac qui va contenir tout votre repas et ce repas, le contenu va passer ensuite au niveau du duodénum, mais par petite quantité, okay, par petite quantité à la fois, hein, pour que justement l'intestin puisse bien digérer cette partie-là de l'aliment. Bien sûr, si tout l'aliment se retrouve d'un seul coup au niveau de l'intestin, ben, on ne peut pas le digérer. OK? Alors, donc, le rôle de l'estomac, c'est d'abord un rôle de réservoir. Alors, donc, c'est une poche en quelque sorte, OK? Qui a la possibilité d'augmenter de taille, donc elle est extensible. Hein? Mais en même temps, l'estomac, parce qu'il bouge, parce que vous avez un péristaltisme au niveau de l'estomac, parce que vous avez une contractilité, il va donc d'abord commencer à malaxer, hein, le bol alimentaire, donc pour produire ce qu'on appelle le chyme. Hein. Le chyme, c'est en fait votre aliment sous forme de pâte, hein, visqueuse. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, il va donc régulariser le débit du chyme, c'est-à-dire il va donc laisser passer juste une petite partie de votre repas au niveau du duodénum. Et puis, puisqu'il contient quand même de l'acide, puisqu'il contient également des enzymes, il va donc commencer déjà la digestion. Alors, ceci dit, on peut se passer, bien sûr, de l'estomac. Hein, pour les gens qui font l'ablation de l'estomac n'ont pas vraiment de gros problèmes. D'accord? Il y a juste un problème donc qu'il faut régler, c'est celui, bien sûr, de la vitamine B12. Hein, parce que l'estomac sécrète ce qu'on appelle le facteur intrinsèque de Castel et que ce facteur est indispensable pour l'absorption de cette vitamine. Et donc, il faut compenser, il faut la prendre, je dirais, il faut de temps à autre prendre des doses de vitamine B12. Alors, donc, dans l'estomac, tous les aliments donc, qui sont liquides ou alors qui sont de petite taille, de petits fragments, donc, vont quitter l'estomac, hein, en direction de l'intestin. Par contre, les gros morceaux vont continuer à être malaxés. Okay, donc, ils vont continuer à être concassés, à être digérés par les sucs, etc., les sucs gastriques. Hein. Alors, l'évacuation, c'est-à-dire la vidange de l'estomac, demande quand même un certain temps. Elle demande entre 3 jusqu'à 6 heures. Hein. Et l'évacuation, bien sûr, vous l'aurez compris, elle se fait bien sûr sous l'action des contractions, sous l'action du péristaltisme gastrique. Hein.
Et toujours dans la même direction, c'est-à-dire du haut vers le bas lorsqu'on est debout, lorsqu'on est assis, hein, c'est-à-dire de l'antre vers le pylore. Alors, je vous montrerai bien sûr un schéma ici, hein, pour que vous puissiez comprendre. Donc là, une représentation, vous avez plusieurs vues, hein, de l'estomac. Alors, vous avez ici l'œsophage, ici, la partie qu'on appelle la cardia, hein. Et donc, vous voyez ici la forme de l'estomac. C'est une forme de J, hein, la lettre J, hein. Alors, vous avez une partie supérieure ici qu'on appelle le fundus, hein. Alors, et en bas, vous avez ce qu'on appelle le l'antre. Alors, la partie basse, c'est l'antre. Et la partie supérieure, c'est ce qu'on appelle le fundus. Alors, puis vous avez donc la grande courbure, la petite courbure, etc. Donc, on verra ça, tout ça tout à l'heure. Vous avez ici cette partie de l'antre, hein, et là, vous avez ce qu'on appelle le pylore, hein. Alors, la partie basse de l'antre est appelée l'antre pylorique. Et ensuite, vous avez, bien sûr, le duodénum. Donc, vous avez ici la grande courbure, vous avez ici la petite courbure. Alors, avant d'aller plus loin, je voudrais juste vous faire remarquer que la paroi de l'estomac, dans la partie supérieure de l'estomac, est faible, hein, la partie supérieure, la paroi de l'estomac, la partie surtout, la musculature, n'est pas très renforcée. Mais plus vous allez descendre, plus vous allez rencontrer ici, dans la paroi, une musculature plus prononcée, une musculature plus importante. Pourquoi? Parce que la partie supérieure va jouer essentiellement un rôle de réservoir, alors que la partie inférieure, c'est une partie donc qui va surtout exercer une activité contractile et une activité de pression sur les aliments. OK? Donc là, ici, c'est un lieu où vous avez de réserve. Par contre, plus bas, c'est un lieu d'activité contractile et de péristaltisme. Donc, vous voyez pourquoi les muscles sont développés dans la partie inférieure plus que dans la partie supérieure. Alors, jusqu'ici, je vous ai dit que la musculeuse était composée de deux couches. Il y a une couche circulaire et une couche longitudinale. C'est ce qu'on rencontre normalement le long du tube digestif. C'est-à-dire c'est une même structure qu'on retrouve un peu partout, hein, au niveau de l'œsophage, un peu au niveau comment dirais-je, de l'intestin, etc. Mais au niveau de l'estomac, pour la couche musculaire, pour la musculeuse, au lieu d'avoir uniquement deux couches, vous en avez trois, hein. Vous avez des fibres longitudinales externes, comme partout d'ailleurs. Vous avez des fibres circulaires moyennes, okay, donc longitudinales, moyennes. Mais en plus, vous avez une autre couche faite de fibres obliques, hein, obliques profondes. Donc, vous avez trois couches dans la musculeuse. La musculeuse est composée de trois couches. Okay? Alors, donc, je vous ai dit que c'est elle a la forme de la lettre J, que c'est un réservoir donc extensible et on peut facilement passer de 50 millilitres jusqu'à 1 litre 50, okay? Que les tissus musculaires sont développés dans la partie basse, okay, et qui sont moins développés dans la partie haute, hein, dans le fundus et dans la grosse tubérosité. Alors, donc ici, donc je reprends, hein, le même schéma, ok. Alors vous avez donc le fundus, le corps, la grande courbure, la petite courbure, etc. Donc la cardia et donc tout ce qu'on a déjà vu, l'antre,
le pylore. Donc, tout ça, on l'a déjà vu. Alors, mais s'il faut retenir peut-être une chose, c'est à ce niveau-là, c'est-à-dire dans le tiers supérieur de l'estomac, vous avez la zone qui va être à l'origine de la formation des ondes péristaltiques. Hein. Alors, vous vous rappelez, lorsque je vous ai parlé du fameux CMM, c'est-à-dire le complexe moteur migrant, d'accord? Je vous ai dit qu'il apparaît, qu'il prend naissance au niveau de la partie supérieure de l'estomac. Ben justement, il y a une sorte de... Ça doit vous rappeler le cœur, hein, le cœur avec bien sûr le nœud sinusal, vous vous rappelez? Alors, ben justement, là, on a plus ou moins la même chose. Hein. Nous avons quand même un pacemaker, c'est cette zone ici, donc qui va donc déclencher la formation de l'influx nerveux responsable du péristaltisme, d'accord, et qui va donc se déplacer le long de l'estomac et il va continuer pour passer dans l'intestin, ok, dans les différentes parties de l'intestin, donc et aller plus bas. Ok. Alors cette partie-là, c'est ce qu'on appelle un pacemaker. Hein. Alors donc ça c'est quelque chose que vous devez quand même savoir, important à savoir. Alors là justement, vous avez un estomac, pareil que tout à l'heure. Donc même légende, même si ici c'est une légende anglophone, hein, en anglais, d'accord, mais c'est pas grave. Alors, ce que vous pouvez voir ici, c'est au niveau des couches musculaires, avec bien sûr ici la couche longitudinale, la couche circulaire, et vous avez une troisième couche, hein, c'est la couche oblique, hein, qu'on peut voir ici. Et là, bien sûr, vous avez la circonvolution de la muqueuse gastrique. Hein. Vous avez tous examiné un estomac. Hein, vous l'avez inversé pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Donc, tout ça dans le but d'augmenter, bien sûr, également la surface de contact avec les aliments. Alors là, c'est un schéma donc, simplifié. Donc, on voit ici, bien sûr, les différentes couches. Hein. Vous avez la séreuse, la musculeuse, la sous-muqueuse et la muqueuse, bien sûr, hein, et la musculeuse. Hein. Alors, ce que vous pouvez voir ici, c'est ces replis. Donc, c'est les replis qu'on appelle les replis gastriques. Et là, vous voyez ce qu'on appelle vous avez ici des invaginations, d'accord? C'est un plissement au niveau de l'épithélium gastrique. C'est ce qu'on appelle des cryptes. Cryptes, c'est-à-dire cachées, des zones cachées. Ce sont les cryptes qu'on peut observer à ce niveau-là. Justement, hein, ces cryptes dont je viens de vous parler sont représentées ici et détaillées là. Donc, nous sommes ici dans la paroi gastrique. OK. Alors, nous avons ici les cryptes, mais vous devez savoir qu'au fond des cryptes, c'est-à-dire ces invaginations, ces ouvertures dans la paroi gastrique, au fond, vous avez des glandes. Hein. Ce sont des glandes gastriques. Et là, on est dans la partie du fundus, d'accord? Et donc, il s'agit de la muqueuse fundique. Hein. Nous sommes dans la partie supérieure de l'estomac. Alors, lorsqu'on examine ici ces cryptes, ok, et ces glandes, donc au niveau de la paroi, hein, donc on retrouve ici, vous voyez, des cellules qui vont produire, là, moi, au niveau des cryptes, des cellules qui vont produire du mucus, d'accord? C'est ce qu'on appelle d'ailleurs justement des cellules à mucus, et des cellules qui sont en fait fermées ici. Donc vous voyez, ils sont fermés. Alors on peut voir ici à droite le détail de cette zone ici. Donc vous voyez, vous avez les cellules à mucus avec dans cette zone ici contenant du mucus. C'est une zone qui n'a pas été colorée par l'S, c'est un colorant spécial utilisé pour colorer ici le contenu des cellules. Hein. Alors, mais au fond, vous avez donc la glande.
hein, la glande gastrique, qu'on va appeler ici glande Fenwick, puisqu'on est dans la partie supérieure de l'estomac. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve? On trouve également des cellules à muqueuse. Hein. Ce sont les cellules que vous avez là, et il doit y en avoir obligatoirement. Mais on trouve ces cellules-là, vous voyez, plus grosses, c'est représenté ici par la couleur rouge. Ce sont les cellules responsables de la production d'acide chlorhydrique, hein, de ACL. Okay. Alors, c'est des cellules qu'on appelle les cellules bordantes. Alors, on les appelle les cellules bordantes et on les appelle également les cellules pariétales. Hein. Ce sont donc des cellules pariétales ou bordantes, okay, qui sont responsables de la production d'acide chlorhydrique. Et puis, on trouve d'autres cellules. Les cellules donc, qui vont produire, par exemple, du pepsinogène, telles que les cellules principales que vous pouvez voir là. Hein. Donc, avec les granules ici de pepsinogène. OK? Donc, vous voyez que ces cryptes, donc, au fond desquelles nous avons des glandes, sont responsables et donc de produire soit du mucus, hein, mucus qui va servir surtout à protéger la paroi gastrique, ou alors ils peuvent être à l'origine de la production d'ACL, donc responsables de la digestion de certains aliments. Alors, on est toujours dans le fundus, ok. Et donc nous avons ici, hein, c'est le même schéma que tout à l'heure. Donc les cellules à un mucus, donc c'est ce que vous avez ici. C'est une représentation, c'est une schématisation d'une photographie électronique. Hein. Donc on voit ici la cellule à un mucus. Ici les cellules bordantes ou pariétales, donc en rouge que vous avez là. Et puis les cellules principales, donc, qui vont produire des enzymes de digestion. Okay. Et donc, quel est donc le rôle de chacune de ces cellules-là, hein? Alors, les cellules muqueuses, bien sûr, c'est pour produire le mucus qui est en plus, c'est un gel déjà, donc qui va donc protéger la surface de l'estomac, mais c'est un mucus alcalin, donc à l'inverse d'un acide. Hein. Les cellules pariétales ou bordantes, alors attention, hein, les cellules pariétales, ce sont les cellules bordantes. Ces cellules donc vont produire l'ACL, c'est-à-dire l'acide chlorhydrique, mais également le facteur intrinsèque. Et rappelez-vous, je vous l'ai dit il y a un instant, le facteur intrinsèque, c'est le facteur qui va donc être, comment dirais-je, c'est ce qui va stimuler l'absorption de la vitamine B12. OK. Donc, lorsqu'on fait l'ablation de l'estomac, ben, on se retrouve sans ce facteur-là. Et donc, on va se retrouver en carence vis-à-vis de cette vitamine. Alors, des cellules principales. Alors, ces cellules principales donc, vont produire le pepsinogène, donc qui va nous donner par la suite la pepsine. Hein, on verra ça tout à l'heure. Et puis, d'autres cellules hein, qui vont sécréter d'autres substances, hein, telles que l'histamine et d'autres peptides, hein, parmi lesquels on trouve la somatostatine. Alors, les cellules entrales, d'accord, là, c'est ce qu'on a vu, c'est pour la zone du supérieur, c'est-à-dire le fundus. Hein. Pour la partie basse, c'est-à-dire lorsqu'on est dans la partie là, c'est, pardon, le fundus, c'est-à-dire dans la partie supérieure. Hein. Et lorsqu'on est dans la partie basse, c'est-à-dire au niveau de l'antre, hein, ben on trouve des cellules pareilles, hein, des cellules muqueuses, donc pour produire le mucus, mais on trouve surtout des cellules endocrines, d'accord, chose qu'on n'a pas vue jusqu'ici. Dans la partie antrale, on trouve des cellules endocrines qui vont libérer une substance dans le sang, qui est donc la gastrine.
une substance ou une hormone très, très, très importante. On verra ça par la suite. Alors, le rôle, bien sûr, des cellules muqueuses, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, ils vont créer une sorte de mucus, enfin, qui va donc va créer une sorte de revêtement, hein, contre la paroi pour empêcher un contact permanent entre un milieu hostile, un environnement hostile, donc très acide, avec les cellules, hein, donc pour empêcher que les cellules ne soient digérées, ok, et attaquées par l'acide chlorhydrique, hein, que vous avez dans l'estomac. Alors, vous avez également, comment dirais-je, j'ai oublié, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, ce gel, ce revêtement donc sous forme de mucus est alcalin et donc il va en quelque sorte neutraliser, au moins localement, l'acidité pour réduire, comment dirais-je, pour réduire un petit peu l'attaque de l'acide sur la paroi. Alors, la motricité intestinale, pardon, gastrique, hein, ils sont toujours dans l'estomac. Hein. Alors, l'estomac, rappelez-vous, je vous l'ai dit, donc vous avez en gros deux grosses unités fonctionnelles. Vous avez le fundus et le corps dont le rôle est d'assurer comment dirais-je, une réservation, hein, le rôle de réservoir ici, ok. Alors que dans la partie inférieure, c'est une partie qui va donc s'occuper de la motilité et donc du broyage et du malaxage des aliments. Hein. Alors, lorsqu'on examine les cellules ici, lorsqu'on fait un prélèvement par exemple de cellules, si vous prenez des cellules ici et des cellules dans la partie basse et que vous mesurez la DDP, c'est-à-dire le potentiel de repos dans les deux zones, eh bien, vous allez trouver que ici, le potentiel de repos, il a une valeur de moins 48 millivolts. Alors que dans la partie inférieure, ben, vous avez beaucoup plus en valeur absolue, c'est-à-dire moins 75 millivolts. OK? Alors, nous allons voir que cette disposition est quand même importante. Hein. Pourquoi? Parce que pour l'ensemble de l'estomac, environ, vous avez un seuil de potentiel d'action, bien sûr, de presque moins 40 millivolts. Alors, moins 40 millivolts. Imaginez ce qui va se passer ici et en bas. Alors, moins 40 millivolts, ben, c'est-à-dire que les moins 40 millivolts sont très, très, très proches des moins 48 millivolts. Vous comprenez? C'est-à-dire que le seuil d'excitation, le seuil de potentiel, est très proche, ok, du seuil est très proche du potentiel de repos. Le potentiel de repos est de moins 48 millivolts et le seuil d'excitation, il est de moins 40 millivolts. C'est-à-dire que dans cette zone-là, il va y avoir constamment une production d'influx nerveux. OK. Voyez là? Parce que le seuil d'excitation n'est pas loin. Ça, d'une part. Cette zone également, lorsqu'on compare
par exemple avec ce qui se passe au niveau de l'antre, ici la fréquence de formation, la fréquence je parle, hein, de formation de potentiel d'action est beaucoup plus importante qu'en bas. OK? Est beaucoup plus importante qu'en bas. Ce qui doit vous rappeler également ce qui se passe au niveau du cœur. Rappelez-vous, hein, au niveau du tissu nodal, hein, vous avez le sinus nodal, hein, qui en fait, comment dirais-je, pardon, le nœud sinusal, donc qui se trouve haut et a la fréquence la plus importante, hein, par rapport au nœud auriculo-ventriculaire, par rapport bien sûr au réseau par rapport au faisceau de His, par rapport. Hein. Et là, bizarrement, on retrouve presque la même chose, d'accord? C'est-à-dire que les fréquences de dépolarisation sont plus importantes dans la partie supérieure que dans la partie inférieure. OK? Et là, dans la partie supérieure, le seuil de potentiel est très proche, hein, du potentiel de repos. Et dans ce cas-là, ici, cette partie-là va être constamment excitée. Et c'est une excitation qui va être contenue. OK? Et donc, cette partie-là va être constamment contracturée, légèrement. D'accord? C'est ce qu'on appelle donc un tonus. Ici, on va obtenir un tonus permanent dans la partie supérieure. Par contre, la partie inférieure, vous voyez, et comme vous avez quand même moins 75 millivolts, et donc on est loin, hein, du seuil de potentiel, alors cette partie va donc se contracter et se relâcher. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose, c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Là, je l'ai simplifié au maximum, mais c'est beaucoup plus complexe qu'on peut l'imaginer. Hein. Et donc, ici, sous forme de schéma, OK? Donc, vous avez ici, en bas, l'axe du temps, d'accord? C'est en secondes, ici. Donc, vous avez ici des secondes. Et là, c'est le potentiel au niveau de la membrane, donc en millivolts. Hein. Lorsque les cellules sont au repos, les cellules gastriques sont au repos, musculaires bien sûr, donc vous voyez ici resting, c'est-à-dire au repos, donc on voit quand même des fluctuations, hein, des ondes très lentes. Mais lorsque ces cellules sont stimulées, okay, on peut observer ici ce qu'on appelle des pointes. Okay. Alors la stimulation, bien sûr, soit par un étirement, soit par de l'acétylcholine, soit par des substances donc, qui fonctionnent comme de l'acétylcholine. Donc on va obtenir, bien sûr, des pointes. Hein. Alors plus, bien sûr, l'intensité de stimulation augmente, plus on va obtenir une fréquence plus importante de pics, hein, de pointes, des pics ou des pointes. Hein. Et donc, ces pics que vous voyez là vont déclencher la contraction. Okay? On peut parler de dépolarisation, bien sûr, à ce moment-là, de la membrane, de ces cellules gastriques. Bien. Mais également, ces mêmes cellules peuvent être inhibées. D'accord? Une inhibition. Alors, l'inhibition par ce qu'on appelle une hyperpolarisation. Je vous ai déjà parlé d'une hyperpolarisation. Alors, l'hyperpolarisation peut être obtenue par une stimulation grâce à d'autres substances, hein, telles que, bien sûr, la noradrénaline. Hein. Alors, n'oubliez pas, norépinéphrine, c'est de la noradrénaline. Hein. Norépinéphrine, c'est la noradrénaline. Et d'autres substances, les sympathiques, c'est des substances qui produisent les mêmes effets de la noradrénaline. OK? Alors, au contraire, là, grâce à cette action de ces substances-là, on peut inhiber les cellules gastriques lorsqu'ils sont en hyperpolarisation.
Or là, c'est bon, bah, je vous montre exactement ce qu'on a vu tout à l'heure, hein. Donc, vous avez ici les cellules, l'activité électrique, d'accord, de ces cellules, donc les fameux, comment dirais-je, pics, hein, ou pointes, ok. Et là, c'est les ondes lentes dont je vous ai parlé. Et là, c'est le fameux train d'ondes, hein. Tout ça, on l'a vu déjà en SV4, ok. Et là, c'est le seuil de potentiel, hein. Et parallèlement, voyez, parallèlement, on observe une contraction de la musculature lisse, bien sûr, plus le train d'onde est concentré, plus la fréquence est importante, plus l'intensité de contraction est importante. Alors, quels sont donc les mouvements et pressions gastriques lorsque, cette fois-ci, on mange, lorsqu'on a l'estomac plein? Tout à l'heure, rappelez-vous, lorsqu'on a l'estomac vide, hein, l'activité contractile est représentée seulement par le complexe moteur migrant, mais maintenant, lorsqu'on a déjà mangé, alors on observe une autre activité, d'accord? Donc, toujours, la naissance va avoir lieu au même endroit, c'est-à-dire au niveau du pacemaker, ok? Et cette contraction va se déplacer de haut en bas, ok? Et donc, comme vous pouvez le voir ici, ok? Alors là, ce que vous voyez, cet étranglement que vous avez là, c'est en fait l'endroit où vous avez une contraction des cellules musculaires, là par exemple. Mais cette contraction, il est apparu ici, plus haut, c'est-à-dire au niveau du pacemaker. Et elle va commencer à se développer, à se déplacer dans ce sens-là, du haut vers le bas, ok? Et va continuer à pousser les éléments dans ce sens-là, c'est-à-dire vers le pylore, vers le pylore et vers l'antre et le pylore que vous avez ici. Mais au départ, lorsque cette contraction péristaltique apparaît ici au niveau du tiers supérieur de l'estomac, lorsqu'elle apparaît là, elle va commencer à se déplacer. Dans un premier temps, le pylore est ouvert. Le pylore est ouvert. Mais plus cette onde va se déplacer vers le bas, plus elle va se rapprocher du pylore, plus le pylore va donc se fermer. Alors, d'un côté, l'onde se rapproche et le pylore se ferme de plus en plus. Ce qui fait tout ce qui est de petite taille, tout ce qui est de petite taille, tous les liquides vont passer, d'accord, puisqu'ils sont comprimés, d'accord, ils vont passer dans le duodénum. Mais bien sûr, les morceaux de calibre plus important ne peuvent pas passer, d'accord? Et lorsque l'onde arrive ici, d'accord, et que le pylore donc va fermer totalement cette fois-ci, ok? Il va fermer et l'onde va continuer à pousser. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Le contenu donc alimentaire, hein, piégé à ce niveau-là, va donc échapper, va trouver un moyen d'échapper pour revenir vers l'arrière. OK? Et justement, c'est ce qu'on appelle une activité rétropulsive. C'est comme vous, par exemple, si vous prenez un tube digestif, un tube dentifrice, hein, pardonnez-moi, un tube dentifrice, si vous prenez un tube dentifrice, OK? S'il est ouvert, vous pouvez bien sûr prendre le tube, le comprimer, pousser comme ça, d'accord, pour le vider. Il n'y a pas de souci. OK? Mais si vous prenez ce tube-là et vous le fermez,
Et vous faites la même chose, c'est-à-dire que vous voulez le vider. Vous allez pousser à un certain moment, mais à un certain moment, la pâte qui est à l'intérieur va échapper pour revenir en arrière. Hein, vous l'avez comprimée, elle va revenir en arrière. Et donc, c'est ce qu'on appelle un reflux ou une activité rétropulsive. Alors, bien sûr, lorsque la digestion est terminée, lorsque la vidange pardon, hein, est terminée, souvent le pylore va se retrouver, c'est fréquent, d'accord, il va se retrouver ouvert. Et souvent, il y a des, comment dirais-je, un contenu intestinal ou du duodénum peut remonter des fois dans l'estomac. Ça arrive. Alors, je reprends la même chose, ok? Alors, c'est ce que je vous ai déjà expliqué. Donc, nous avons ici l'estomac, ok? Avec, vous voyez la flèche ici, qui montre en fait le déplacement du péristaltisme. C'est la direction du péristaltisme. Vous avez ici votre nourriture, ici, d'accord, qui va donc être propulsée. Vous voyez cette onde péristaltique qui est apparue ici et qui se déplace, elle se déplace, elle arrive là, elle va continuer à pousser, d'accord, et à exercer une pression sur le chyme alimentaire. Donc, vous voyez ici, tout ce qui est petit, tout ce qui est liquide va passer, mais les gros morceaux, ils ne peuvent pas passer. Et de toutes les manières, lorsque l'onde arrive ici, là, le pylore va totalement fermer. Et pourtant, l'onde continue à presser. Donc, ce qui va obliger les aliments à trouver le moyen de revenir en arrière. Donc, c'est ce qu'on appelle ici une contraction, pardon, une activité rétropulsive. Donc, vous voyez, représenté ici par, bien sûr, ces flèches que vous avez ici. Alors, donc, je vais, comment dirais-je, continuer quand même. Pour vous, bien sûr, vous pouvez vous arrêter quand, là où vous vous sentez quand même un peu fatigué, d'accord? Pour reprendre, moi, je vais donc continuer. Je vais essayer de découper ce cours-là en deux parties, OK? Alors, je vais donc en deux ou trois, je vais voir, hein, toutes les façons, en deux, je dirais en deux, d'accord? Alors, donc là, le suc gastrique, donc produit et libéré par la paroi gastrique, c'est un liquide qui n'a pas de couleur, donc qui est incolore, hein, visqueux quand même, ok, avec une osmolarité légèrement plus basse que celle du plasma. Rappelez-vous, tout à l'heure, je vous ai dit que la production de salive était de l'ordre de 1 jusqu'à 2 litres par jour. Par contre, ici, pour l'estomac aussi, donc vous avez un débit de formation de suc gastrique, une formation d'environ 1 jusqu'à 1,5 litre par jour. Alors, le pH, vous l'aurez compris, hein, c'est un pH qui est quand même acide, très acide, hein, puisqu'on peut aller d'un pH de 1, vous imaginez, de 1 jusqu'à 5. Hein. Alors, vous imaginez aussi l'effet de l'acide sur tous les matériaux. Hein. En l'occurrence, ici, sur des aliments, bien sûr, l'effet va être donc comment dirais-je, compréhensible. Et c'est normal, hein, vous mettez les aliments en présence d'acide, c'est normal que ces aliments soient, comment dirais-je, dissous. Ils vont être cuits hein, chimiquement. Hein. La cellulose va être dissoute et également les fibres conjonctives. Alors, qu'est-ce qu'on trouve également dans le suc gastrique? On trouve également de la pepsine.
Alors, pepsine, donc, qui vient en fait du pepsinogène. Hein. Or, le pepsinogène est produit et libéré par les cellules principales, hein, que nous avons tout à l'heure vues ensemble. Alors, donc on trouve des pepsines et également contient, alors ce sucre contient le facteur intrinsèque, hein, de Castel, je vous l'ai dit, et qui est important et indispensable, okay, pour absorber la vitamine B12. Hein. Alors, le sucre gastrique est un mélange en fait, hein, est composé de 3 sécrétions différentes. Hein. Alors, ces sécrétions sont là, hein, une sécrétion acide, une sécrétion alcaline, une sécrétion de mucus. D'ailleurs, le mucus est quand même alcalin. Okay. Alors, les cellules qui sécrètent ces différentes substances, c'est les cellules pariétales, hein, pour la sécrétion acide. Pour la sécrétion alcaline, ce sont toutes les cellules, hein, toutes les cellules de l'épithélium ou de la paroi gastrique, sauf bien sûr les cellules pariétales. Hein, les cellules pariétales ou les cellules bordantes, c'est la même chose, ne peuvent pas produire en même temps une solution acide et une solution alcaline. Okay. Et puis le mucus, il est produit par les cellules muqueuses. Alors les solutions vont donc contenir, elles sont composées d'acide chlorhydrique, de l'ordre de 150 millimolaires, hein, pour la solution acide. Alors on y trouve également le facteur intrinsèque, hein, de Castel. Hein, je vous ai dit le rôle de ce facteur-là. Okay. Alors le rôle, c'est bien sûr de cuire, c'est de digérer, c'est de dissoudre des aliments tels que la cellulose, tels que les fibres de viande, etc. Alors, pour les autres cellules, les cellules donc, qui produisent la solution alcaline, hein. Alors, ils vont produire des hydrogénocarbonates et du sodium, okay, de l'ordre de 140 milléquivalents. Alors, le rôle, c'est bien sûr de contrecarrer et de neutraliser l'acidité de l'ACL, okay, et pour en fait protéger l'estomac. La sécrétion de mucus, donc ça on l'a déjà vu, hein, c'est en fait des glycoprotéines, hein, et le rôle, c'est donc la formation de ce gel, en quelque sorte, hein, de ce revêtement basique qui va donc protéger les cellules et la paroi de l'estomac. Alors, il y a juste une remarque importante. Okay. Cette sécrétion alcaline, hein, par les cellules de l'estomac, hein, et en fait se trouve sous la dépendance. Elle peut être stimulée par ce qu'on appelle les prostaglandines. Hein, prostaglandines, généralement. Hein, les prostaglandines favorisent la production d'une sécrétion alcaline. OK. Alors, lorsqu'on a une inflammation, lorsqu'on utilise des anti-inflammatoires, plus exactement des anti-inflammatoires non stéroïdiens, vont également inhiber la sécrétion des prostaglandines. Les anti-inflammatoires inhibent la production de prostaglandines. Or, les prostaglandines, vous savez très bien maintenant, qu'ils favorisent la sécrétion alcaline. Et donc, dans ce cas-là, hein, lorsqu'on prend des anti-inflammatoires, on peut favoriser l'apparition des ulcères. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on vous demande, lorsque vous prenez des anti-inflammatoires, hein, souvent, en compagnie, bien sûr, des antibiotiques, par exemple, on vous demande souvent de prendre un yaourt ou prendre des solutions, hein, pour protéger justement l'estomac. Hein.
parce que les anti-inflammatoires peuvent favoriser l'apparition des ulcères. Alors, donc, je vais donc m'arrêter là, ok, pour l'instant, ok, et je vais reprendre dans un instant, et là, je verrai jusqu'où je pourrais aller, d'accord? Alors, donc, je m'arrête là et je vais reprendre tout à l'heure une autre vidéo jusqu'à ce que je termine cette deuxième partie de votre cours, c'est-à-dire la digestion. OK? Donc, à tout à l'heure, à la prochaine vidéo.